J'étais à l'internat, un week-end, mon père qui vient me chercher à l'internat comme d'habitude, puis il me propose d'aller visiter la nouvelle maison, la maison dans laquelle on allait déménager. Et en fait, il n'y avait pas de lumière. Donc il m'emmène dans cette chambre-là, et puis dans cette chambre, la chambre qui allait être la leur, en fait. Et, et bref, il famine de me faire visiter cette pièce. Donc dans leur chambre, il y avait une salle de bain, donc on rentre dans la salle de bain, et il n'y avait pas de lumière, mais quand même assez, enfin le soleil n'était pas complètement couché, on s'apercevait. Et soudainement, je comprends pas ce qui se passe. Il commence à me caresser en fait. J'aime pas trop dire ce mot caresser parce que pour moi, normalement, caresser a une connotation positive en fait. On caresse quelqu'un qu'on aime, c'est normalement une marque de tendresse, d'affection. Mais dans mon cas, c'était pas une marque de tendresse et je sais pas comment quel mot je peux employer à part caresse, toucher. Mais bref, c'est ça, il commence à passer ses mains par-dessus ma poitrine, sur mes vêtements. Ma petite poitrine de l'époque, bon, enfin, elle est toujours pas très grosse aujourd'hui non plus, mais il me caresse la poitrine, les parties génitales, toujours par-dessus mes vêtements. Je repousse sa main, il me demande de caresser ses parties intimes. En fait, je suis en train de me revoir à l'époque, puis je comprends pas comment c'est possible en réalité, en fait. Je comprends pas comment cette scène peut être possible sur Terre. Donc, je refuse de lui caresser, de le caresser en retour, et évidemment, les coups partent très vite. Donc, il me gifle violemment ce jour-là. Puis on sort de la maison, on rentre. Évidemment, il m'avait tellement giflé violemment que je me suis cognée, j'avais une bosse. Semaine après, je pense, on déménageait dans cette maison et j'étais punie. Je pense que c'était à la suite de cette scène. Mais en fait, je savais jamais pourquoi j'étais punie en fait, parce qu'en réalité, il n'y avait même pas de communication. Il n'y avait pas de communication, soit j'étais battue, soit j'étais punie. Parfois j'étais battue, après j'étais punie. Mais parfois je savais même pas pourquoi, je savais même pas ce que j'avais fait en fait. Et quelque temps après, les rapports C'était l'accalmie. Les rapports allaient de mieux en mieux entre mon père et moi, mais je pense que c'était vraiment l'accalmie. C'était en préparation de vraiment la suite en fait. C'était de la manipulation, je pense. J'avais oublié Est-ce que je peux dire oublier? Volontairement oublié, une amnésie traumatique. Je sais pas comment définir ça, mais j'y pensais plus en fait à ce qui s'était passé quelques temps avant, quelques mois auparavant. J'y pensais plus, je me disais non, c'est pas réel, ça s'est pas passé, ça n'était jamais arrivé, et j'y pensais juste plus. Et ça se passait tellement bien avec lui, je me suis dit ok, c'était peut-être une erreur, je sais pas, il était malade, il avait bu, je sais pas en fait. Après que ça aille mieux, mon père a profité de ce climat de bonne entente entre nous pour insérer ses véritables désirs. Donc un jour, une après-midi, il buvait son whisky et sa cigarette et il m'appelle dans le coin de la maison, puis il me dit qu'il veut me parler. Je lui dis d'accord, je l'écoute. Il me dit clairement, enfin il tourne pas du tout, il bégaye pas, il prend un temps de réflexion, de silence, et il me dit comme ça, je te désire. Il me dit cette phrase et en fait, je lui dis comment ça, alors que je sais ce que ça veut dire je te désire, mais je suis choquée en fait. Je suis choquée, je suis en face de mon père quand même et il me dit qu'il me désire. Je me dis mais en fait cette scène est complètement irréaliste et donc je me demande comment ça.
Il me dit tu sais très bien ce que je veux dire. Et je fais exactement la tête que je suis en train de faire là maintenant. Je regarde à gauche, je regarde à droite. Je me dis mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Et je me retourne et je pars en fait. Je quitte la conversation, le monologue. Je pars. Et je ne réponds pas, je ne dis rien. Je pars et je rentre. Et là, je cogite et je me dis, mais en fait, non, non, je comprends pas. Je comprends pas comment une telle phrase peut sortir de sa bouche à mon égard, je comprends pas. Donc, cette scène passe, j'en parle à personne, et de toute façon, à qui je pouvais en parler, parce que en réalité, j'avais pas l'impression d'avoir le droit de parole, en fait, parce que dans ma famille, étant donné, comme je vous disais, que j'ai du caractère et que je dis toujours ce que j'ai à dire, j'étais considérée comme une enfant qui a une grande gueule, en fait. Et de ce fait, j'étais un enfant têtu, d'après eux, parce que je parlais, j'étais revendicatrice. Et donc, tout ce que mes parents allaient rapporter à l'extérieur de moi était cru, en fait. Donc, à l'époque, quand ils disaient déjà que j'étais têtue, et pour justifier pourquoi on me battait autant et on me faisait autant de maltraitance, ils justifiaient ça par le fait que j'étais têtue. Et dehors, on y croyait que j'étais têtue. Parce que les gens pensaient que j'étais une crapule. Donc, ils y croyaient que j'étais têtue, en fait. Cette scène passe et j'y pense, mais j'en parle à personne et je fais comme si ça n'était pas arrivé, comme pour la première fois. Parce que de toute façon, je me dis, j'ai pas d'issue. C'est mieux de faire comme si c'était pas arrivé. C'est mieux d'oublier en espérant que lui aussi oublie et qu'on n'en parle plus jamais, en fait. Parce que de toute façon, ma cocotte, tu n'as pas d'issue. T'as pas d'issue. Le temps passe, les semaines, je crois même des mois. Et un soir, des mois, je pense même des années, hein. Non, des mois, oui, c'est vrai, parce que ça, j'avais 16 ans. Puis un soir de mes 17 ans, de l'année où j'avais 17 ans, un soir, en pleine nuit, 3-4 heures du matin, mon père vient me réveiller dans ma chambre et il me demande de descendre au salon. Donc, je ne comprends pas pourquoi on me réveille brutalement. Je pensais qu'il y avait vraiment une mauvaise nouvelle, quelqu'un est mort, je sais pas, il est arrivé un accident grave, parce que je ne vois pas pourquoi on va me réveiller en pleine nuit, en pleine semaine, parce que j'avais cours le lendemain quand même. Donc je descends au salon, je le suis donc, on descend, parce que nos chambres à nous les filles étaient à l'étage, et la chambre de mon père et de sa femme était au premier étage, au même étage qu'au salon. Je descends, les lumières sont éteintes, il y a juste la lumière de l'escalier qui éclairait en fait un peu le salon. Donc il me demande de m'asseoir et que ça soit sur la table en face de moi, et il me demande de m'asseoir sur le canapé, donc je m'assois sur le canapé et il commence à me poser des questions. Il me demande comme ça, hein, enfin mon père il passe pas par, il tourne pas, en tout cas il tournait pas comme ça. Il me demande quelle est la partie la plus importante de ton corps. Petite dissertation, 4 heures du matin, qu'est-ce que c'est? Donc je réponds spontanément mon cœur, parce que je suis quelqu'un de foncièrement bonne, en fait. Enfin, sans vouloir me vanter, je connais quand même ma valeur. Je suis quelqu'un de bon. Foncièrement, j'ai la bonté. Donc je réponds mon cœur, parce que c'est un organe qui m'importe beaucoup. Il me dit non, c'est pas ton corps, c'est pas ton cœur la partie la plus importante de ton corps. Je le regarde, genre tu me poses une question, je te réponds, mais tu connais la réponse mieux que moi. Il me dit c'est ton vagin. Enfin, je dis ça aussi crûment, mais il n'y a pas d'autre mot de toute façon pour vagin. Bon, c'est un nom scientifique, hein, c'est ton vagin. Je me dis ok, là je réfléchis plus vraiment, mais je me dis ok, c'est quoi la suite? Il me dit donc c'est ton vagin et tu vas me le donner. À
ce moment-là, je réfléchis pas. Je réfléchis plus. Je réfléchis plus. En fait, je réfléchis plus, mais je me demande quand même comment c'est possible qu'on puisse se retrouver tous les deux dans un salon à 4 heures du matin, alors que la chambre conjugale se trouve quand même à quelques mètres seulement, et qu'on puisse avoir ce genre de conversation, lui et moi. Mais elle est où ta femme? Elle est où ta femme? Elle ne s'aperçoit même pas que tu es sorti du lit. Ça fait 15 minutes. Elle est où ta femme? Donc il se lève, il va dans sa chambre, et moi je monte dans la mienne. Évidemment, je ne dors pas. Je ne dors pas. Je suis tétanisée. Littéralement, j'étais tétanisée. Je me demande qu'est-ce qui va se passer demain. Mais en même temps, je me dis, il ne peut pas se passer grand-chose. Parce que je vais à l'école. Demain matin, tout le monde est réveillé, tout le monde s'apprête pour aller à l'école. Puis, on finit pratiquement tous à la même heure. Quand je veux rentrer, il y aura tout le monde. Donc, qu'est-ce qui peut bien se passer, en fait, demain et les jours qui suivent? Je réfléchis toute la nuit, et le jour se lève. Et moi, en fait, ce jour-là, je commençais plus tard, 7h30, tout le monde part. Et là, je panique, parce que j'avais oublié que je commençais tard, mais je m'en suis souvenu quand je me suis réveillée, mais de toute façon, impossible de changer de programme, parce que c'est lui qui m'accompagne à l'école. Donc tout le monde sort, moi je suis en panique. Je remonte dans ma chambre, je ferme la porte et je me dis qu'est-ce qui va se passer dans cette maison. Et très rapidement, il monte dans ma chambre et il me demande de le suivre. On descend et il me fait diriger dans leur chambre. Donc on va dans leur chambre, il me demande de m'allonger. Il me fait allonger. Je comprends pas en fait. Il me fait allonger, puis il se déshabille. En fait, il n'était pas habillé, il avait juste un peignoir et il était nu en dessous de son peignoir. Donc il enlève son peignoir et il commence en fait. Il me demande de le regarder et de lui dire que je l'aime. Ce que je ne fais pas. Je suis en pleurs, mais je ne parle pas. Je suis en pleurs, je suis crispée, j'ai les mains coincées sur mon corps. Je parle pas, mais je suis en pleurs. En fait, je suis en tétanie. Je suis en tétanie. J'ai l'impression de ne plus être moi, en fait. Je sais pas comment vous l'expliquer. Les personnes qui regarderont cette vidéo et qui ont déjà vécu ça me comprendront. Les autres, malheureusement, vous ne pourrez pas me comprendre. Mais ceux qui ont peut-être déjà vécu des traumatismes intenses pourront comprendre. Mais je suis plus dans mon corps, en fait. Je suis sortie de moi et je vois cette fille. Je vois cette fille vivre ça. Et c'est moi, cette fille-là. C'est moi, en fait. Mais je réalise pas que c'est moi. Enfin, je suis plus là, en fait. Je suis plus là. Mais il y a ce corps-là, qui pleure. Et qui est tétanisé, qui ne bouge plus. À tel point que c'est lui, en fait, qui arrange mes pieds ou ma taille, ou me remonte sur le lit pour qu'il soit plus à l'aise, ou tout ça. Il fait son affaire, ça dure quelques minutes. Et il ressort. Il me dit d'aller me laver, parce qu'il est l'heure d'aller à l'école. Donc je sors de leur chambre en pleurs, déviergée, parce que j'étais vierge. Et il me rattrape dans le couloir, dans le salon, entre leur chambre et l'escalier, le salon. Et il me dit à l'oreille que... bref, ça c'est des détails que je vais vous épargner. Mais je monte dans ma chambre et... Enfin, je monte pas dans ma chambre, je vais dans la salle de bain et je vais me laver. Et je me lave ce jour-là, je me lave. Ce jour-là, je me lave. Je pense que je me suis agressé la peau.
Et j'ai mis une protection parce que j'ai saigné. J'ai saigné. Et il m'a déposé à l'école. Je suis arrivée à l'école, j'étais triste. Enfin, je sais même plus quelle émotion j'avais ce jour-là, mais je pense que j'ai fait comme s'il n'y avait rien. Parce que, évidemment, c'était un secret. C'est ce qu'il avait dit. Il m'a dit que c'était un secret entre nous, que c'était pour mon éducation. Qu'il y a beaucoup de pères qui font ça à leurs filles pour leur éviter les chagrins avec les hommes, que les hommes ne sont pas des êtres bons. Parce que les hommes, évidemment, tous les hommes, excepté lui, vont abuser de moi. Donc, il fallait que lui m'apprenne ce que c'était que la sexualité. Comme ça, personne ne pourra abuser de moi. Donc, pour lui, c'était une éducation, en fait. Et que je devais le garder pour moi. Donc, ce jour-là, il vient me chercher à l'école et il me ramène une pilule. C'est la première fois que je prends une pilule du lendemain, puisque de toute façon j'étais vierge, j'avais aucune raison d'en prendre auparavant. Donc il m'emmène une pilule du lendemain, hors de sa boîte déjà. Et il me demande de la boire là, en fait, dans la voiture. Donc je la bois. Parce que... Je la bois. Parce qu'en fait, mon père connaissait mes périodes menstruelles. En fait, tout le monde, je pense, chez nous, savait quand j'étais menstruée parce que moi, j'ai les règles, je souffre de règles hyper douloureuses. Donc, je passe pas inaperçue, en fait, quand je suis menstruée. Donc, c'est lui qui comptait ça. Enfin, il savait, en fait. Donc, je pense que ce jour-là, quand il m'a donné la pilule le lendemain, c'est peut-être parce que j'étais en période de fécondation. Et donc c'est ça, je l'ai pris. Et en fait, ce jour-là a été le premier jour d'une longue série de viols. Une longue série qui a duré plus de 2 ans. C'était parce qu'à ce moment-là, j'étais toujours encore à l'internat. Donc c'était tous les week-ends quand je rentrais de l'école. Tous les lieux étaient motifs pour lui de se soulager. Ça pouvait être dans la voiture, en chemin, quand je sors de soirée avec des amis qui viennent me récupérer dans la voiture. Ça pouvait être à la maison en pleine journée avec tout le monde, mais au sous-sol. Mais très souvent, quand c'était à la maison et qu'il y avait du